Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure de débat sur l'actualité et sur la philosophie. On va parler aujourd'hui des violences consécutives à la victoire du PSG en Ligue des Champions le week-end dernier, avec un bilan, des centaines d'interpellations, des dizaines de policiers blessés, dont l'un gravement, des pompiers attaqués et des milliers d'euros de dégâts, non seulement à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes de France. Ces scènes de guérilla civile sont-elles liées au football, ou sont-elles selon vous un prétexte pour une jeunesse prête à se déchaîner à tout moment et qui est le symbole d'un pays qui sombre dans la détestation de l'autre? De nombreux jeunes issus de l'immigration prennent d'ailleurs la parole sur les réseaux sociaux pour dire leur honte face à ces casseurs qui ne les représentent pas. On les entendra. Que penser aussi de la réponse de la justice qui a statué en comparution immédiate pour ceux qui ont tiré notamment des mortiers d'artifice contre les policiers? Un indice: très peu de prison ferme, beaucoup de sursis et des amendes, alors que le président Macron annonçait dimanche la plus grande fermeté, encore un symbole de la décorrélation, de la déconnexion entre les discours des politiques et la réalité des actions. La France est un État en faillite. La phrase célèbre de François Fillon est d'actualité alors que la question du budget nous revient en boomerang dans la figure, avec nos déficits abyssaux, une dette qui s'élève à plus de 3 300 milliards d'euros, un record en Europe et une croissance en berne, et nos gouvernants qui peu à peu s'acheminent vers la piste des hausses d'impôts, en tout cas peut-être une TVA sociale. Comment analysez-vous, Michel, cette incurie qui dure depuis plus de 40 ans? Explique-t-elle en partie la désaffection, le rejet de l'opinion publique envers la politique et ses représentants? Je vous poserai la parole. Autre sujet de débat avec vous, on parlera d'une étude sur la quête spirituelle des Français, publiée par l'Observatoire du catholicisme. Elle veut éclairer les tendances de fond dans notre pays, qui est un des plus laïques au monde. Une majorité de Français, Michel, se disent sensibles à la question de la spiritualité, sans forcément parler de religion. On se questionnera aussi sur la laïcité, qui ressemble parfois à un cadre vide. Et puis on parlera de philo, avec les 40 ans de la mort de Jean Kelevitch, un philosophe iconoclaste que vous avez beaucoup étudié. On évoquera avec vous notamment son analyse de l'impossible pardon des crimes nazis. Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce qui est pardonnable? Voilà les questions de philo que nous aborderons à la fin de l'émission. Vous êtes prêt, Michel? Je suis prêt. On commence par ce qui s'est passé le week-end dernier. Cela ne vous a pas échappé, même si en Normandie vous étiez au calme, j'imagine. Non, il y a eu du bazar sous mes fenêtres. Il y a eu du bazar sous vos fenêtres. Et dans la France entière, vous savez, il n'y a pas que vrai. Paris en France. Mais oui, vous avez raison. Et c'est ça aussi qui est très Je frappant. travaille tard le soir et j'ai entendu toute la soirée des gens avec des klaxons, avec des hurlements. Avec Et des bruits, pétards, des feux oui, d'artifice, oui, etc. oui. Effectivement, parce qu'il y a eu cette victoire éclatante du PSG en Ligue des Champions, mais il y a eu la face sombre, ce sont ces casseurs qui se sont déchaînés donc, dans de nombreuses villes, non seulement à Paris, mais aussi Fécamp, Dijon, Normandie, Lyon, Bordeaux. 6 ans d'interpellation au total, des dizaines de blessés, je le disais, un policier dans le coma dans la Manche. Et vraiment, on se pose la question de l'ensauvagement de la société. On va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé à la fois le samedi soir et le dimanche soir, parce qu'il y a eu 2 soirées compliquées. Et puis je vous passe la parole, Michel. Les premiers incidents ont été enregistrés avant même le début du match. À Paris et dans son agglomération, plusieurs affrontements entre des individus et les forces de l'ordre ont éclaté tout au long de la soirée. Équipés de mortiers d'artifice et de produits incendiaires, ils ont perturbé la circulation jusque tard dans la nuit, malgré les interventions répétées des forces de l'ordre. À Paris, 192 manifestants ont été blessés. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort percuté par un scooter en marge des festivités. Pas de répit pour les forces de l'ordre cette nuit. Debout sur les voitures ou en plein milieu du périphérique parisien, certains ont même décidé de jouer au jeu du chat et de la souris avec les policiers. Un véhicule a été incendié près de la porte de Saint-Cloud, à proximité du Parc des Princes, et 79 individus ont été interpellés. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous, Michel Onfray, ces images? C'est pas que ça symbolise, ça met en évidence l'état de la France. Moi, ça fait des années que je parle de guerre civile à bas bruit. Ça fait des années qu'on me dit que j'ai tort. Là, c'est de moins en moins à bas bruit, c'est extrêmement visible. Ce sont les milices de Mélenchon, ces gens. Ce sont des gens sur lesquels Mélenchon a tablé. C'est-à-dire Mélenchon, donc la France Insoumise, donc le nouveau Front Populaire. Donc les socialistes, in fine, qui sont tous dans cette logique-là, et qui nous disent que la créolisation de la France est formidable. Je rappelle quand même que le théoricien, parce qu'on peut faire un peu de philosophie pour le coup, le théoricien de la créolisation qui est Édouard Glissant, nous fait savoir qu'il n'y a jamais eu d'exemple au monde d'une créolisation qui ne se soit pas faite sans violence. Il nous le dit. C'est la violence de la créolisation.
Donc c'est pas le symbole, c'est juste la visibilité. Donc on voit des gens qui viennent, on l'a vu d'ailleurs ensuite quand on nous a dit qui était arrêté, qui était interpellé, quelles étaient les identités de ces individus-là. C'est l'avant-garde éclairée de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'avant-garde éclairée de la créolisation, du mélange. Ça renvoie à des choses extrêmement primitives, c'est-à-dire quand vous prenez l'ordre primitif de Darwin, qui dès 1871 écrit un texte extrêmement intéressant pas seulement sur l'origine de l'homme, mais sur le fonctionnement des premières tribus. On a des tribus primitives avec des mâles dominants, avec des femelles dominées. On voit bien d'ailleurs très peu de femmes ici. Hein. Très peu. Quasiment pas même, je pense. Les rares qui étaient dans la rue ont été agressés. Hein. Donc là, c'est le machisme absolu. Il y a une journaliste de Libération qui l'a dit. Le machisme absolu, les mâles dominants, ils sont torse nu. C'est totalement primitif. Il ne fait pas une chaleur à crever, au point qu'on soit torse nu pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire on se comporte en sauvage, comme les premiers hommes. Il y a des bandes rivales. Alors évidemment, à l'époque de la préhistoire, pas de tournevis, pas de marteau, pas de bête de baseball, pas de couteau, mais on se massacre comme ça. C'est le retour du primitif dans une société dans laquelle il n'y a plus de surmoi. Mais en quoi est-ce qu'ils sont instrumentalisés par Jean-Luc Mélenchon? C'est pas lui qui leur a demandé de sortir dans la rue. Non, j'ai pas dit qu'ils sont instrumentalisés. J'ai dit que c'était le produit de ce qu'il veut, le produit de ce que la gauche veut depuis 1983. Je ne suis pas sûr qu'ils intellectualisent, eux, beaucoup la question. Non, mais demandez-moi d'intellectualiser. Non, mais je pense à eux, moi. Oui, mais j'aurais tout aussi bien pu dire que c'était le bras armé de Terra Nova qui, dans les années Strauss-Kahn, disait qu'il fallait abandonner le peuple à Marine Le Pen ou la famille Le Pen et qu'il fallait tabler sur, justement, ce peuple créolisé. Donc, Marx pensait qu'il y avait une avant-garde éclairée du prolétariat pour faire la révolution. Mélenchon et les tenants de la créolisation pensent qu'on a besoin de ces gens qui font le désordre. Il faut les laisser faire. D'ailleurs, on a vu Antoine Léaumont nous disant « Vous avez vu le bazar de... » Député France Insoumise, oui. Oui, c'est ça, qui lui dit « Regardez le bazar, là, c'est de la faute de Retailleau. » C'est Retailleau. C'est ça. Donc, des gens qui nous disent finalement, on va sûrement pas accabler les gens qui font le bazar, mais accablons le ministre de l'Intérieur qui est responsable de ce qui finalement fait la joie de la France Insoumise. Pas de critique. Et puis après, tous les gens qui, dans la gauche de la magistrature, viennent nous expliquer que c'est pas grand-chose, c'est pas très grave. Je crois que c'est le procureur de Paris qui nous dit qu'il faut contextualiser tout ça. Oui. S'ils n'ont rien fait précédemment, on va tout de même pas les punir. On va attendre qu'ils l'aient fait 15 fois. Quand ils l'auront fait 15 fois, on les punira pas forcément. On leur demandera etc. Donc c'est le symptôme d'une guerre civile et c'est le symptôme de ce qui se passait, ça rappelle quand même étrangement ce qui se passait avant la Révolution française. Et pendant la Révolution française, ce sont les sans-culottes d'aujourd'hui. Ceux qui portent parce que l'aristocratie portait culottes, et aujourd'hui, et eux portaient des pantalons, donc ces fameux sans-culottes faisaient référence à la violence, voulaient la violence, célébraient la violence, estimaient que la violence était la coucheuse de l'histoire. C'est la grande théorie de Marx aussi, qui nous dit si nous voulons faire des révolutions, faisons-les avec de la violence. Donc la violence fait le jeu de tous ces gens qui veulent de la révolution. Voilà pourquoi je parle de Mélenchon. Mais Mélenchon, il est emblématique d'une certaine manière. C'est même pas le Jean-Luc auquel je songe. C'est l'homme politique qui instrumentalise tout ça et qui sait très bien ce qu'il fait. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. J'aimerais juste qu'on écoute un instant l'analyse du pédopsychiatre que vous connaissez peut-être, Maurice Berger. Oui. Il a beaucoup travaillé sur la violence, notamment des jeunes. Lui, il explique qu'il y a une volonté de détruire les moments partagés des sociétés occidentales. Écoutez-le, il était cette semaine sur CNews. Il apparaît vraiment une jouissance. C'est-à-dire la définition que je donne de la barbarie, c'est une jouissance collective à frapper, voire tuer, piller, détruire, on voit les destructions, et parfois même violer. Moi, ce que je pense, c'est que les personnes que l'on voit attaquent. On le sait maintenant, c'est prévu. Le 14 juillet, la fête nationale, le jour de l'an, les jours de fête de foot, etc. Donc il y a une attaque des moments où des personnes insérées dans la société occidentale ont du plaisir. Et moi, ce que je trouve, c'est que par rapport aux éducateurs avec lesquels je travaille, les mineurs ou les majeurs qui ont fait cela ont un conflit entre deux appartenances. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Maurice Berger, Michel Onfray ? Elle est très psychologique et un peu réductrice sur ce terrain-là. Il a raison, hein, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas seulement des gens qui diraient leur joie ou leur jouissance, parce qu'il y a eu aussi comparaison n'est pas raison, mais de la jouissance. Il y a un certain nombre de gens qui ont détruit d'autres individus. On peut parler des croisades, on peut parler de l'Inquisition, on peut parler du nazisme. Enfin, à chaque fois qu'il y a eu des guerres, il y a eu des jouissances. Et il y a des gens aujourd'hui à Daesh qui sont très heureux de tuer. Donc il y a une passion mauvaise qui s'appelle le sadisme.
le plaisir qu'on prend à détruire, à salir, à faire du mal. Et ce sadisme-là, il a été célébré par notre société. Le marquis de Sade est quelqu'un qui a été célébré pendant 40 ans, 50 ans par les intellectuels français, par Deleuze, par Foucault, par Georges Bataille, par tous ces philosophes qui nous ont dit « Ah, mais c'est formidable !» Et il y a encore aujourd'hui des sadiens qui nous disent bah, « Vous ne comprenez pas, la littérature, enfin, ce sont des textes, uniquement des textes. » Non, ce ne sont pas des textes. La vie du marquis de Sade, c'est une vie de délinquant sexuel. Il y a du viol, il y a de la domination, il y a de la drogue. Enfin, quand je dis de la drogue, il drogue avec des dragées à la cantaride des gens pour pouvoir en abuser sexuellement. Il y a des voies de fait, etc., etc. Et le sadisme, qui était une espèce d'éloge de Saint-Germain-des-Prés, des philosophes de Saint-Germain-des-Prés, c'est la réalité ici. C'est-à-dire on détruit tout. On a vu des gens sauter comme des singes sur un policier, sur un pompier. Un pompier. Ouais, voilà, avec un type qui avait juste à côté un drapeau de la Palestine. Donc il y a une espèce d'orgie sociale qui n'est pas seulement de la simple psychologie en disant la passion triste, la joie mauvaise qu'il y a à détruire. Il y a chez les hommes une partie sadique qui mérite d'être retenue par une société, par une civilisation, par une culture, par des parents, par une éducation, etc. Voilà. Et il n'y a plus rien de tout ça. Donc quand l'occasion est donnée, on la prend. Je rappelle quand même que quand les gilets jaunes descendaient dans la rue, ils se faisaient arracher des yeux et des mains. Et que les condamnations en justice, on va en parler dans un instant, étaient très sévères. Qu'il y avait des blindés dans la rue. C'est-à-dire que c'est pas la... Alors je veux bien, M. Retailleau, mais enfin, on a l'impression que quand il tient le discours qu'il tient, on aurait pu faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les Gilets jaunes, qui me paraissaient, eux, légitimes. Au départ, ils manifestaient. Ils étaient, en plus de ça, détruits par des Black Blocs qui rentraient en enfilant un gilet jaune, l'affaire était réglée, et ils détruisaient. Là, pour le coup, ça faisait l'affaire du pouvoir. On n'a rien fait, là, contre ces gens-là. On voit les policiers qui reculent, on voit les policiers qui ne peuvent rien faire. Et puis après, on interpelle. Quand on interpelle, qu'est-ce qu'on fait? On envoie devant des magistrats qui, eux, disent « Oh, c'est pas si grave que ça. » Et puis, rentrez chez vous et surtout, ne recommencez pas. Bien sûr. On va écouter, il y a un rappeur qui vous a interpellé cette semaine. Il s'appelle Chaotique. Il prône l'amour de la France. Et il a lancé un mouvement qui s'appelle Lève-toi et qui dit à tous ces jeunes issus de l'immigration, arrêtez et dites que vous en avez marre de ces casseurs parce que vraiment, ils sont extrêmement nocifs. Écoutez un extrait de ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. À vous, là, qui avez mis le bordel. Vous amuserez à faire ça en Tunisie, au Maroc ou en Algérie? Non. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la justice n'est pas la même qu'en France. Une justice trop laxiste. Hein? Vous allez faire de la garde à vue quelques heures après? Vous serez dehors. Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Et que toutes les personnes bien éduquées issues de l'immigration se lèvent comme nous. On est de plus en plus nombreux aujourd'hui. Ça suffit. On est dans un pays qui est fabuleux, d'accord? Et vous participez à faire naître encore plus le racisme. Et ça, on n'en veut pas. On est français, on est très fiers de l'être, on est également très fiers de nos origines. Et j'espère juste que ce mouvement, sur les réseaux sociaux, des personnes issues d'immigration, va continuer à grandir. Continuer à grandir. Nous, on n'est pas coupables. On est fiers d'être français, fiers de nos origines. Michel Onfray, vous trouvez que c'est un discours très sensé, qui est très cohérent? Formidable analyse, mais c'est une formidable analyse. Tout est dit en même temps. Pendant très longtemps, on nous a dit que quiconque aimait la France était un fasciste, un nazi, un pétiniste, un vichiste, etc. Et on y a encore droit aujourd'hui. Et quand on dit, mais non, les gens qui n'aiment pas la France détruisent la règle du jeu. Et on ne peut pas dire qu'on va vivre avec des gens qui veulent détruire la règle du jeu. Mais comme on a peur d'être traité de raciste, d'antisémite, et qu'on y a droit depuis des années quand on tient ce discours, il est bon qu'on entende des individus sensés comme ce monsieur qui nous dit très clairement ce qu'on doit pouvoir dire. C'est-à-dire, c'est pas une affaire de couleur de peau, de race ou de religion, cette histoire que vit la France actuellement. C'est le désir de France ou la haine de la France. Si des gens disent, j'arrive avec ma langue, ma culture, ma religion, mais en même temps, j'aime la France, il dit des choses formidables, ce monsieur, eh bien on va fabriquer une nation, on va fabriquer un peuple, on va pouvoir redémarrer. Mais si en revanche on dit mais non, vous avez raison, vous détestez la France, vous avez raison, on a un chef de l'État qui nous dit il n'y a pas de culture française, et qui s'en va au Vietnam dire mais c'était formidable ce que vous avez fait contre nous, qui s'en va en Algérie en disant c'est formidable ce que vous avez fait contre nous, et qui dit à chaque fois qu'on a affaire à des individus qui se comportent comme ça, que globalement, finalement ils se font plaisir en détruisant, il faut comprendre, c'est des jeunes, ça leur passera, etc. Il y a déjà eu ça dans le passé, il y a toujours eu ça. Non, c'est pas vrai. Il y a un processus civilisationnel qui est en jeu dans cette affaire. Et ce que dit ce monsieur, c'est qu'il y a une civilisation et que cette civilisation, elle est agréable.
Effectivement, elle permet à tout le monde d'exister, de dire, de parler, d'être d'accord, de pas d'accord, de boire ce qu'il veut, de manger ce qu'il veut, de se comporter comme il l'entend, de se marier avec qui il veut. Et qui fait ça ailleurs, partout dans le monde? C'est quand même assez rare. Il a raison de dire que la France est formidable. Il y a plein d'endroits, il le dit très bien, Maroc, Algérie ou Tunisie. Si vous allez là-bas cet été, par exemple, ça ne va pas se passer comme vous le faites exactement en France. Moi, pour avoir dit sur ce plateau ce que je pensais du Sahara occidental, quand je suis allé au Maroc, je me suis fait suivre à 3h du matin par la police. Et je me suis fait interpeller dès la descente de l'avion. Donc il y a des services politiques qui sont bien faits. C'est tant mieux. Moi, je trouve très bien que le Maroc fasse attention à ces choses-là, parce que pour le coup, le Maroc, c'est tranquille. Et c'est tranquille à ce prix-là. On ne peut pas oublier la sûreté, la sécurité, qui étaient des droits de l'homme jadis. Je rappelle que la sûreté et la sécurité, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et que c'était une proposition de gauche. Normalement, ça l'est toujours, mais bon. Ça l'est toujours. Mais vous avez des gens aujourd'hui, dès que vous parlez de la sûreté ou de la sécurité, qui vous disent que vous êtes un fasciste, vous êtes un autoritaire, que vous voulez une dictature militaire et que vous êtes passé du côté obscur de la force. On a entendu ça. Michel Onfray, il y a évidemment aussi ces décisions de justice qui ont suivi ces violences, des comparaisons immédiates, à peu près le même profil, des jeunes hommes, 20, 22 ans, souvent connus des services de police, mais assez en dessous des radars en réalité, assez peu de condamnations, et qui sont pratiquement tous ressortis libres du tribunal, avec des peines avec sursis, avec des travaux d'intérêt général qu'il refusait de faire, et 500 € d'amende. On va écouter juste Emmanuel Macron qui, dimanche, depuis l'Élysée, disait « Nous serons extrêmement fermes ». Et puis on va voir que la réalité, évidemment, est tout autre. Écoutons le président. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables, avec un bilan lourd. 2 personnes sont mortes, une trentaine de policiers, plusieurs sapeurs-pompiers ont été blessés. Et je pense aussi à notre policier qui est en ce moment même dans le coma et qui venait de Rennes en support à certains de ses collègues. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela. La réponse de la justice n'est pas ça, ce n'est pas être implacable, ça a été... c'est un décalage qui explique, vous pensez, le désamour des Français avec les politiques? Moi, j'aimerais bien que ce garçon soit un jour président de la République, il dit des choses très intéressantes. Ce serait bien qu'il soit chef de l'État, monsieur Macron. C'est une plaisanterie, ce monsieur. C'est une plaisanterie. Et qui peut le croire? Plus personne. Si, je crois qu'il y a encore 28% des gens qui lui apportent du crédit. Je ne sais pas si ces gens-là regardent leur télévision, lisent des journaux, sortent un peu dans la rue, voient un peu à quoi ressemble le réel. Mais tout ça, ce sont des mots en permanence. Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 8 ans qu'il est comptable de ce qui advient. Il était socialiste chez François Hollande, c'est-à-dire qu'il vient de ce monde-là. Donc entre les faux gaullistes qui sont devenus des vrais libéraux et puis les socialistes qui sont eux aussi devenus des vrais libéraux et les maastrichtiens qui se partagent le pouvoir depuis tant d'années, on a le produit là. C'est leur produit, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Venez comme vous êtes, touche pas à mon pote. Eh bien, et là, ils nous disent, ça va pas durer, c'est pas normal. Et 2 jours après, même pas, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la justice est politisée. C'est-à-dire, c'est terminé la démocratie. Et avec ce monsieur, d'ailleurs, qui, je le rappelle, est président de la République depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple vote, si le vote ne convient pas, on le met à la poubelle. Jurisprudence 2005-2008 avec le traité européen. Vous allez dire, je me répète, et vous aurez raison. Mais à chaque fois que Macron a perdu les élections, sauf les présidentielles, c'est facile, les présidentielles, il suffit juste de dire qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a Marine Le Pen qui est une nazie, et puis qu'il y a Soi qui... Alors lui, il est Jean Moulin, ou le général de Gaulle. Donc évidemment, ça finit toujours comme ça. Mais il a perdu toutes les élections. À chaque fois qu'il a perdu des élections et que le peuple lui a dit « je veux ça, nous voudrions ça », il dit « vous n'aurez pas ». Moi, je pense qu'il faut en finir avec cette magistrature politisée et qu'il faudrait en arriver à un système comme chez les Américains, que les juges soient nommés, soient élus. C'est-à-dire qu'on le sache clairement, que les gens disent la loi, vous savez, le bandeau de la justice, les plateaux de la balance, nous, pas du tout. La justice est totalement politique. Et c'est tant mieux, mais qu'on le sache, on le sait, que la justice est politique. Il n'y a que les imbéciles qui imaginent qu'on peut vraiment faire régner un ordre céleste comme ça. Et bien là, on dit, voilà, moi je suis de gauche, je suis de droite, je suis de tel parti, et puis je voudrais être magistrat. Votez pour moi, ou ne votez pas pour moi. Et on aura une justice vraiment populaire. Là, on n'a pas une justice populaire, on a une justice même anti-populaire. Mais pourtant, elle est rendue au nom du peuple.
Oui, au nom du peuple. Oh non. Ça ne mange pas de pain de dire qu'on le fait au nom du peuple. Et après, il y a la loi, et les juges appliquent la loi. Peut-être qu'il faut changer les lois. C'est ce que cherche à faire Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Ça veut dire quoi, appliquer la loi? La loi, elle vous dit, vous pouvez, entre rien et tout est possible. Et vous savez bien qu'en fonction de la fameuse phrase de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des gens qui peuvent rentrer au tribunal après avoir fait ce qu'ils ont fait le soir du PSG, qui n'auront aucun problème. Mais que si vous avez je reviens aux Gilets jaunes, par exemple, ou des paysans, revenons à nos amis les paysans, quand les paysans sont dans la rue, alors eux, pour le coup, on leur envoie des blindés. J'ai pas vu de blindés, là. J'ai vu des blindés avec les paysans dans la rue. J'ai vu des blindés avec les gilets jaunes dans la rue. J'ai pas vu de blindés, là. J'en ai vu aucun. On voit des images terribles. Et encore, on voit pas tout. Moi, on m'a envoyé des images, je vous assure que... je pense et on nous dit que les images ne reflètent pas la réalité, alors évidemment. C'est extraordinaire. L'occultation d'une grande partie de ces violences par une grande partie de la classe médiatique. Et je crois que c'est le procureur de Paris, Metz, qui a dit que... Alors lui, c'est qui a dit ce que les images disent et la réalité, c'est pas la même chose. C'est formidable. C'est-à-dire quand vous dites regardez la réalité, là, elle est quand même extrêmement visible. Moi, je vous parlais des médias. Parce qu'il a fallu attendre 2-3 jours. On était à peu près les seuls à dire ce qui s'était passé vraiment samedi et dimanche. Et puis, au bout de 3 jours, ça y est. Ils ont même très exactement dit le contraire le lendemain. Liesse, joie, avec des images où on voyait des fumigènes, des drapeaux, tout le monde. Alors, on doit laisser de côté les drapeaux palestiniens, les drapeaux marocains, algériens, ou je ne sais quoi, en disant vous avez vu, tout s'est bien passé. Et heureusement qu'il y a CNews, Europe 1, qu'il y a des médias ou d'autres médias dans lesquels, des médias papier, pas beaucoup, mais dans lesquels on peut faire savoir que le réel a eu lieu et que le réel est tout de même bien ce qu'on montre, même s'il s'agit pour le réel d'être commenté. Mais qui le commente le réel? S'il s'agit du syndicat de la magistrature qui commente le réel, on n'est pas très sûr que le réel soit le réel. Michel, on fait une toute petite pause. On reprend ce débat exactement. On écoutera notamment Éric Ciotti qui dénonce le 2 poids 2 mesures. Il prend l'exemple d'un boulanger qui a été condamné à 7 500 € d'amende parce qu'il a ouvert le 1er mai et à ces voyous qui ont été condamnés à 500 € d'amende. Petite pause et à tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, encore un mot de ces violences du week-end dernier. On va écouter Éric Ciotti. Il dénonce le 2 poids 2 mesures, notamment dans les décisions de justice. Il rappelle que les boulangers, certains d'entre eux qui ont osé ouvrir le 1er mai, ont été condamnés bien plus lourdement que les émeutiers de ce week-end. Écoutez-le, il était sur notre antenne cette semaine chez Sonia Mabrouk. Il faut que notre société se donne les moyens de sanctionner. Moi, quand je vois ces peines, il y a quelque chose qui m'a choqué. Vous savez, au 1er mai, on a condamné un boulanger à 7 500 € d'amende parce qu'il a travaillé le 1er mai. Et hier, quelqu'un qui a lancé un mortier contre un policier, donc qui aurait pu le tuer, 500 € d'amende. Mais quand on voit ce déséquilibre, on se dit qu'on est dans un pays qui marche sur la tête. Pas faux, et évidemment, cette comparaison. Une évidence absolue pour vous, Michel? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, de fait, quand vous êtes paysan, quand vous êtes gilet jaune, et pas les gilets jaunes infiltrés par les Black Blocs sur la fin, mais vous n'êtes pas traité pareillement par la justice. Et il a raison, M. Ciotti, de rappeler cette histoire qu'un boulanger qui a envie de travailler le jour de la fête du travail, il est presque condamné à la prison. Mais moi, et vous aussi, c'est-à-dire si vous faites un excès de vitesse dans un village et que vous le traversez à 60 alors qu'il est limité à 50, vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres une lettre qui vous fera savoir que vous avez été flashé, que vous avez une amende et que si, etc. Et éventuellement, si vous retrouvez un jour à l'aéroport et que vous n'avez pas payé l'amende, on saura vous retrouver. C'est-à-dire que l'État n'a pas failli à ce point. C'est pas un État failli comme on veut bien le dire. C'est un État qui a décidé de laisser pourrir parce qu'il a besoin de ça. Je rappelle que ces ordres-là viennent de Bruxelles. On nous fait savoir qu'il faut le multiculturel, la créolisation, la destruction des États, la destruction des nations, et qu'il faut un grand marché, qu'il faut de toute façon, le business, c'est le business, on a besoin d'une main-d'œuvre. Et on a encore des gens qui nous disent mais il faut faire venir plus encore d'immigrés, c'est ça qui est l'avenir de l'Europe, parce que de toute façon, l'avenir de la France sans l'Europe, ça n'existe pas, etc. C'est un discours général que porte M. Ciotti depuis qu'il fait de la politique. Que porte M. Retailleau depuis qu'il fait de la politique. Encore que M. Retailleau, il a voté non à Maastricht et il a voté non au traité constitutionnel européen. 2 bons points pour lui. Mais pour tous les autres, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc c'est un peu facile aujourd'hui, quand on a en vue la présidentielle, soit d'être élu, soit même président de la République, soit d'être un jour Premier ministre de l'un ou de l'autre, etc. Tous ces beaux discours sont fort sympathiques, mais plus personne n'y croit. Bien sûr. Il y a une dernière question que je me posais à ce sujet-là, c'est jusqu'à quand les policiers ont accepté en fait de servir
punching ball à ces voyous, en sachant qu'ils les arrêtent au prix de leur vie, parce qu'il y en a qui ont encore un qui a été gravement blessé, et qu'ils se retrouvent les lascars dans la rue absolument le soir même. Et dans un même temps, on a aussi appris que le policier qui avait tiré sur Naël et qui avait provoqué les émeutes de 2023 serait jugé pour meurtre. Est-ce que ce ras-le-bol des policiers, c'est un risque? C'est qu'une partie de nos forces régaliennes disent à un moment, on en a marre, ça ne fonctionne plus. Ben c'est un ras-le-bol généralisé. C'est-à-dire que c'est la même chose avec les pompiers, c'est la même chose avec les infirmières, c'est la même chose avec les médecins. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit « je veux un arrêt maladie 3 mois », et vous dites « bah non, votre pathologie soit n'existe pas, soit ne mérite pas l'arrêt maladie », vous vous faites rouer de coups. Et il va se passer quoi? Il faudrait suivre ce genre d'affaires. Vous avez parfois des médecins qui ont le visage totalement tuméfié, qui déménagent en disant « mais moi j'arrête, j'étais pas loin de la retraite, mais etc. » C'est la France entière qui en a assez. C'est pas juste les policiers. Sauf que les policiers sont plus exposés que les autres. Ils font un métier terrible. Vous êtes payé rien du tout, vous êtes déconsidéré, vous êtes obligé de vous cacher, de dire à vos enfants qu'il ne faut pas donner la profession de leurs parents. Vous êtes poursuivi jusque chez vous, on vous fait savoir sur les réseaux sociaux que vous habitez à tel endroit, que votre numéro de téléphone c'est ça, que votre plaque minéralogique c'est ça, etc. etc. Mais c'est ça l'héroïsme au quotidien. Et après on a quoi? Un Premier ministre, un chef de l'État ou éventuellement le ministre de l'Intérieur qui vient remettre une médaille sur le cercueil devant la veuve éplorée et puis les enfants qui sont des orphelins. Ça ne peut pas continuer ça. On se rappelle de la veuve du gendarme Comines qui avait dit « l'État a tué mon mari ». Oui, elle avait en partie raison. Je dis en partie parce que c'est pas l'État qui est... C'est une idéologie plus qu'un État. Un État, c'est un instrument. Et l'instrument est au service d'une idéologie. Si l'État, il est au service du général de Gaulle, il fait des choses formidables. Si l'État, il est au service de Macron et d'idéologie maastrichtienne, il fait des choses terribles. Donc c'est l'idéologie qui a rendu, hélas, le crime de ce monsieur possible. Mais je comprends qu'en même temps, cette dame n'ait pas eu envie de faire un peu de sémantique ce jour-là. Elle est allée vite et elle a eu raison d'aller vite. Michel Onfray, vous m'avez aussi montré et signalé une image qui vous a marqué. Ça s'est passé dans la Lozère le week-end dernier. Il y avait une rave party qui était prévue, un technival de 5 jours. Et les agriculteurs s'y sont opposés, ils se sont mobilisés avec leurs tracteurs. Ils ont carrément empêché cette rave party de se tenir. Alors l'image, pour nos auditeurs, je l'explique, ils arrivent avec les tracteurs et ils renversent un petit camion, une estafette. Ça s'appelle, c'est quoi? C'est un début de révolte citoyenne? Ce sont des gens qui ont lu Hobbes et le Léviathan de Hobbes, qui est un philosophe dont on parle assez peu du XVIIe siècle et qui a été pillé par Rousseau. On parle beaucoup plus du contrat social de Rousseau. Mais Hobbes dit très précisément qu'on a le pouvoir de nuire. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les racailles dans la rue. On a le pouvoir de nuire. Et le contrat social, c'est de dire je renonce à mon pouvoir de nuire parce que j'ai peur. Et Hobbes nous dit c'est la peur qui fait la politique. C'est la conjuration de la peur et la peur. Vous avez peur, vous renoncez à votre violence et on va fabriquer un contrat social et la police va vous protéger. Mais il ajoute, et moi j'ai lu l'œuvre complète de Hobbes sous la direction de Madame Goyard-Fabre, qui était ma directrice de thèse, et je salue sa mémoire. Il y a quelques pages, très peu, où Hobbes dit très précisément, vous avez renoncé à être violent, vous avez la police qui vous défend. Si la police ne vous défend pas, vous retrouvez votre liberté de vous défendre vous-même. C'est ce qu'ont fait ces agriculteurs. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que ces toffeurs, comme on dit, la plupart du temps, ils imaginent qu'un champ, c'est comme une espèce de parking de supermarché avec un peu d'herbe dessus, et puis voilà. Pas du tout. Ils dévastent C'est un instrument de travail, un champ. C'est un instrument de travail qui peut être ensemencé. Et c'est pas parce qu'on voit rien sur ce champ qu'il n'est pas ensemencé. Et quand les gens arrivent et ravagent les cultures, c'est comme s'ils allaient dans la maison du paysan et qu'ils prenaient toutes ses économies, ils prennent sa cassette en disant ça nous appartient. Et là, ils font un bazar incroyable. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous appelez la police dit ah ben nous on est là pour faire de telle sorte qu'ils puissent. La gendarmerie, pardon, vous avez raison. On va faire de telle sorte que, etc. Puis vous avez des gens qui distribuent des préservatifs, puis vous avez des médecins qui sont là pour faire une lutte anti-drogue, etc. Et puis pendant 5 jours, c'est la fête, et ils s'en retournent, ils laissent des ordures partout, ils détruisent tout, etc. La préfecture dit on peut rien faire. Nous, on peut juste canaliser, aider, etc. Et ça dure le temps que ces gens-là veulent. Et eux disent, les paysans, ils disent, mais c'est notre travail, vous allez nous ruiner. Vous allez faire 5 jours de fête, et quand vous aurez fait 5 jours de fête, nous, on n'aura rien gagné dans l'année, et on sera pauvrissime. Et on va se pendre, peut-être même éventuellement. Et puis, il y en a un qui arrive avec son tracteur, et le tracteur a une fourche, et il prend le camion, puis pouf, il dit voilà, moi je fais ce que la police ne fait pas, ce que la police fait quand il s'agit d'être contre les paysans, hein, je le rappelle. Gilets jaunes, paysans, là, il n'y a pas de problème, on envoie la police. Ici, on n'envoie pas la police. Ou alors, quand on envoie la police, il y a des échanges de coups, et puis après, on découvre des échanges de violence, je dirais, et puis après, on découvre dans les musées
nuisettes dans les sacs à dos de ces garçons ou de ces filles, des choses dangereuses, des boules de pétanque avec des lames de rasoir, des marteaux, des tournevis, des armes, des matraques, etc. Ce sont des gens qui prétendent vouloir faire la fête et qui viennent ravager le travail des paysans. C'est comme mettre le feu à une usine, c'est exactement la même chose. Simplement, on ne sait pas ce que c'est que le travail des paysans. Et là, les paysans disent, on ne va pas se laisser déposséder de notre travail. C'est de notre travail, puisque la gendarmerie ou l'armée ne nous protège pas, eh bien, on va faire le boulot nous-mêmes. Et je voulais rendre hommage à ce tracteur, en Lozère, ce conducteur de tracteur. On va parler maintenant du budget, Michel, parce que notre pays est en faillite. C'est la phrase célèbre de François Fillon, toujours d'actualité, avec une dette colossale, 3 300 milliards d'euros, un record en Europe. La croissance aussi est en berne. Je vous ai sorti une petite archive. Alors, je n'ai pas retrouvé de Gaulle qui parlait de la dette, mais j'ai retrouvé Raymond Barre en 1976. Écoutez bien, il dit « La France vit au-dessus de ses moyens à l'époque ». Écoutez bien, le déficit était de 15 milliards de francs. Et aujourd'hui, on est à 3 300. Écoutez. Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Les revenus augmentent plus vite que la production. Le crédit est distribué d'une manière trop abondante. Les dépenses de l'État excèdent ses recettes. Si cette situation se prolongeait, elle compromettrait irrémédiablement nos chances qui sont grandes et notre avenir. Raymond Barre, en 1976, nous sommes en 2025, non seulement ça a continué, ça a empiré, et personne, aucun gouvernement n'a su juguler la fuite en avant de ces déficits. Ça explique pour vous cette colère des Français aussi vis-à-vis de leurs gouvernants ? Ben oui, parce que quand c'est un privé qui ne sait pas gérer, il est tout de suite en faillite et on vient saisir ses meubles, on vient saisir sa voiture et puis la faillite, c'est terrible pour un particulier. C'est terrible aussi pour un artisan. Il y a combien d'artisans qui travaillent et qui disent « mais moi je fais faillite parce que je ne suis pas payé, j'ai acheté des matériaux, j'ai posé des tuyaux, je ne sais pas quoi, j'ai acheté ces matériaux et le type a fait faillite ». Enfin bon, il y a plein de choses qui font que les faillites engendrent les faillites. Dans l'État français, on sait comment ça marche. Et bien sûr que nous dépensons au-dessus de nos moyens, mais je veux dire, c'est toute cette clique aussi, parce que là, il nous fait un beau cours de sciences éco de première 76, hein. Là. Pardon 76, ça commence avec Giscard, 74 Giscard. Oui. Bah oui. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Ça commence avec, pas Pompidou, il n'a pas eu le temps, mais avec Giscard. Et là, c'est le Premier ministre de Giscard. Et donc, c'est facile, effectivement, de faire un grand cours d'économie politique, un peu haut de gamme. Je ne suis pas sûr que le Français moyen qui écoute les histoires de dette, les histoires de salaire, les histoires d'endettement, les histoires de dépenses publiques, etc., tout ça, ce soit forcément très clair. Et puis, les gens qui votent, ils disent « mais on vous fait confiance ». Gérer le portefeuille de la nation, nous on gère le nôtre, et quand on le gère mal, ça nous tombe dessus. Et moi je me souviens quand j'étais enfant, un artisan qui faisait faillite, la honte s'abattait sur lui, ce qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu. Les pauvres artisans qui n'avaient pas su forcément compter ou faire de la comptabilité, moi j'avais un copain dont le père était cordonnier, évidemment cordonnier il n'était pas forcément comptable. Et donc on a multiplié les actes comptables, on a multiplié les ennuis, je dirais, aux artisans ou aux commerçants. Mais que la France ne donne pas de leçons aux particuliers en disant si vous ne savez pas, vous faites faillite, si vous faites faillite, ça va mal se passer pour vous, pendant que depuis tout ce temps-là, la faillite existe. Moi, je le rappelle en permanence, je veux dire, les économies sont faciles à faire, mais pas toujours sur le dos des mêmes. Je pense que déjà, la communauté nationale existant, si on commençait par arrêter cet orgueil qui nous fait croire qu'on est les maîtres du monde, avec cet universalisme qui nous dit, mais venez ici, il n'y a aucun problème, on a plein d'argent, et on va vous donner des aides médicales, on va vous donner des subventions, on va vous aider à vous loger, etc., etc. Tout ça est fort sympathique, mais qui paie ? C'est ça le problème. Et les Français comprennent bien qu'ils paient. Ils savent bien qu'eux, ils paient. Et qu'ils paient des impôts. Parce qu'après, on dit, oh, mais il y a des gens qui paient des impôts et des gens qui n'en paient pas. C'est faux. Tout le monde paie des impôts. Quand on fait son petit déjeuner, qu'on s'achète son café, son beurre, son pain, ses confitures, eh bien, on a payé des impôts sur tout ça. Ça s'appelle la TVA, taxe à la valeur ajoutée. Et ce sont des impôts. Les Français ne sont pas contre les impôts. Il n'y a pas de mouvement anti-impôts. Il y a juste un énervement qui consiste à dire, nous avons fait notre part, on a donné de l'argent, mais vous ne faites pas votre part, vous dépensez mal, vous dépensez trop. Il y a des postes
postes, il y a des budgets qui sont inacceptables et faites des économies, mais arrêtez de nous demander d'en faire encore. Faites des économies, vous, de gestion. Gérez mieux et gérez plus correctement. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Je renvoie au dossier très complet du JD News, justement, sur la France au bord du gouffre en matière financière. J'aimerais qu'on parle maintenant. Si vous permettez, parce que sur le général de Gaulle, a pensé que ça n'était pas l'économie qui faisait la loi. Parce qu'avec des libéraux comme Raymond Barre, on dit il y a l'économie qui nous impose ceci ou cela. Le général de Gaulle, il dit pas du tout d'accord. On a un projet politique et l'économie suivra, l'intendance suivra. Et c'est ce qu'il fait avec Jacques Rueff, avec les économistes. Il dit faites-moi ça. Et on obtiendra ça. Et on n'a pas un chef d'État qui nous dit ça aujourd'hui. On a un chef d'État qui dit « Ah, mais l'économie commande ». L'économie commande, ça s'appelle le libéralisme. Et le libéralisme, c'est le marché fait la loi. Si le marché fait la loi, plus besoin de chef d'État, plus besoin d'école, plus besoin de ministre de la Culture, plus besoin de tout ça. Moi, je ne pense pas que le marché doive faire la loi. Et le général de Gaulle non plus, si je puis me permettre. Alors justement, je vous montre juste, en passant, le livre De Gaulle et la Bretagne, qui a été écrit par Patrick Mahé, Paris Match, aux éditions Ouest France. Voilà, parce que c'est un très joli livre et ça parle de Gaulle. Donc je vais vous l'offrir à la fin de l'émission. Je veux bien. Il nous manque un De Gaulle et la Normandie. Et oui, évidemment. J'étais sûre que le Normand allait faire une petite réflexion. Un tout petit mot de cette enquête sur la spiritualité, moi, que j'ai trouvé très intéressante, commandée par l'Observatoire français du catholicisme, conduite par l'IFOP, publiée par Le Figaro. Alors il y a une majorité de Français qui se disent sensibles à la spiritualité. 52% disent prier ou méditer régulièrement. 46% disent s'adresser à Dieu, 19% à la Vierge Marie, 18% à Jésus, 18% à personne en particulier, 8% au cosmos. Mais il y a aussi 64% des Français, Michel, qui disent qu'ils veulent plus de silence, de contemplation, de méditation. Est-ce que c'est encore possible dans le monde dans lequel on vit, selon vous ? Oui, c'est une question d'organisation personnelle. Après, c'est comme on veut. Je veux dire que c'est vrai que si on est marié, père de famille, avec 3 enfants, dont un au berceau... Ou des petits-enfants. Ou des petits-enfants. Oui. C'est difficile d'avoir le silence, le calme, la solitude. Mais il faut créer des moments pour ça. Peut-être même à 2 aussi. Moi, je choisis avec mon épouse, on a choisi chacun de vivre chez soi justement parce qu'on aime l'un et l'autre le calme, le silence, la méditation. Alors la méditation, c'est pas je me mets à genoux, je m'allonge avec un position de yoga, voilà. Pas quoi, hein. C'est un certain type de rapport au monde et c'est en permanence. C'est-à-dire c'est un certain type de présence au monde, au soleil, à la lumière, à soi-même, à son souffle si on veut, enfin ce genre de choses. Moi, je pense effectivement que pendant très longtemps, le christianisme a trusté la spiritualité. C'est un philosophe qui s'appelle Pierre Bell qui avait tranché le truc en disant à un moment donné, non, on peut être un athée vertueux. Pendant très longtemps, on a dit, il faut le christianisme pour pouvoir être vertueux. Et Pierre Bell, qui était protestant, qui n'était pas du tout un athée, dit non, on peut être un athée et en même temps être vertueux. Et donc, j'ajoute qu'on peut être passionné par la spiritualité, ce qui est mon cas, c'est-à-dire par la vie de l'esprit en étant un matérialiste radical, ce qui est aussi mon cas. Il n'y a pas un monopole de la religion sur la question de la spiritualité. C'est la vie de l'esprit, la spiritualité. Et le philosophe que je tâche d'être est soucieux de spiritualité, car il y a des spiritualités, je ne vais pas dire païennes, le mot est mal compris, mais non religieuses, disons-le comme ça. On va continuer à parler de philosophie, parce que vous vouliez parler de la mort, des 40 ans de la mort de Jean Kelevitch, mort en 1985. C'était un philosophe qui avait été horrifié par les crimes nazis, entre autres. Je sers sur un angle de ses écrits. Il avait rompu radicalement avec l'Allemagne. Il ne lisait plus les philosophes allemands, il ne lisait plus les écrivains, il n'écoutait plus de musique. Il avait promis de jamais mettre un pied sur le sol allemand. Il disait « Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles », c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être purgés. Le temps n'a pas d'influence sur eux. Vous êtes d'accord avec cette vision-là, Michel Onfray ? On ne peut pas pardonner, ça n'existe pas. Alors, il faut s'entendre sur le pardon. Il avait écrit « Pardonner » et « Le pardon », 2 livres magnifiques. Un autre qui s'appelle « L'imprescriptible », des livres magnifiques, courts, alors qu'il fait parfois un traité des vertus qui fait 800 pages, et pas toujours facile à lire. Mais il nous dit, mais il y a des conditions de possibilité au pardon. D'abord, on a été offensé, on est d'accord. Il faut pardonner des offenses. Et Jean Kelevitch dit, mais on ne peut pardonner qu'à 2 raisons, pour 2 raisons. La première, il faut que celui qui nous est personnellement offensé puisse demander pardon. Les nazis n'ont jamais demandé pardon. Et ils ont même parfois dit, non, je n'étais pas nazi, regardez Klaus Barbie, c'est pas moi, moi je suis Klaus Altmann, j'ai rien à voir avec ça, etc. La première condition de possibilité du pardon, c'est que celui qui est offensé demande à celui qui l'a offensé qu'il lui pardonne. Et vous ne pensez pas qu'on peut pardonner sans que l'autre demande pardon ? Alors ça, je vous donne la thèse de Jean Kelevitch, puis après, je vous donnerai peut-être la mienne si vous le souhaitez. Et puis le deuxième temps, il dit, c'est qu'il faut une deuxième condition, c'est que ceux qui ont eux-mêmes été offensés puissent pardonner à celui qui les aura offensés. Il dit, la première condition n'est pas reconnue, et aucun nazi n'a demandé, aucun peuple n'a demandé, et puis ensuite, ceux qui auraient été offensés, ils sont morts dans les chambres à gaz.
Et donc, ils ne peuvent plus pardonner. Dans la mesure où ils ne peuvent plus pardonner, puisque personne ne leur a demandé et que même leur aurait-il demandé, ils ne sont plus là, c'est impardonnable. Et voilà les conditions de l'impossibilité du pardon. Alors, il était mélomane, autant que philosophe. Il a beaucoup écrit, beaucoup sur la musique française, sur Fauré, sur Debussy, sur Montpou, enfin sur plein de... Mais il a tenu sa parole sur jamais remettre un pied en Allemagne, jamais relire des philosophes. Et il a décidé que les conditions d'émergence du nazisme avaient été musicales, par exemple, et pas seulement Wagner. On se dit, mais Schubert est responsable de quoi? Bach responsable de quoi? Oui, mais enfin, Bach, on peut aussi imaginer que Bach étant protestant, le protestantisme ayant été d'un antisémitisme virulent, il y a des textes de Luther qui sont terribles. On pouvait faire un paquet comme ça, cadeau, en disant je ne veux plus entendre parler de l'Allemagne. Un jour, elle a rendu possible ce qui s'appelle le nazisme. Mais la musique, toute la musique et toute la philosophie. Donc pas de Nietzsche, pas de Freud, pas de Kant, pas de Marx, pas de Schelling, pas de Hegel, pas de Leibniz. Toute la philosophie tombe à l'eau. Enfin, toute la philosophie qui domine en Europe. Alors lui, mais il y a des philosophes en Espagne, il y a des philosophes en Italie, et puis il y a des philosophes ailleurs, et puis on n'a pas besoin de ça. La musique, même chose. Donc quand vous avez enlevé Brahms, Wagner, Beethoven, Mozart, etc., autrichien, enfin, il reste plus grand-chose. Lui dit, je ne veux plus entendre parler de l'Allemagne, et y compris de l'Allemagne future. Parce qu'il ne pardonne pas. Voilà. Et pardonner, ça veut dire quelque chose a eu lieu, mais je fais comme si ça n'avait pas eu lieu. Tu m'as trompé, tu m'as trahi. On oublie. Pardonner, c'est pas oublier. C'est dire, vous avez quelqu'un qui dit, voilà, on m'a trahi, quel que soit le type de trahison, et bien vous avez des gens qui disent, c'est impardonnable, jamais de la vie, etc. Vous pouvez dire, je n'oublie pas que tu m'as trahi, et puis je continue. Simplement, on est averti à qui on a affaire, et puis on sait ce qu'on peut envisager avec autrui. La vie est ainsi faite que si on ne pardonne pas, on est fâché avec tout le monde, tout le temps, en permanence. Il y a toujours des trahisons, il y a toujours des inimitiés, il y a toujours des vacheries, des méchancetés, il y a toujours dans la vie de quelqu'un des reproches à faire à son mari, à son épouse, à ses parents. Mais ça sert à quoi d'être en permanence là à dire tu m'as fait ça à telle époque, etc. etc. Moi, ce qui était négatif dans mon passé, je ne veux pas que ce soit présent dans mon présent. Je ne veux pas faire de telle sorte qu'une gifle reçue quand j'avais 10 ans, par exemple, une gifle au sens large du terme, une offense qui m'aurait été faite quand j'avais 10 ans, soit toujours une offense efficace 50 ans plus tard, parce que j'ai multiplié cette offense. C'est-à-dire que c'est une offense qui a été faite ponctuellement et j'ai fait de telle sorte que pendant 50 ans, je lui ai donné un écho. C'est-à-dire que je suis le bourreau de moi-même. Quand on ne pardonne pas, on est le bourreau de soi-même. Si on pardonne, eh bien, on se libère soi-même de ce qui est le ressentiment. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour être léger. Pour le coup, on parlait de spiritualité tout à l'heure. Si vous voulez être allégé, arrêtez de haïr ceux qui vous ont fait du mal. Passez votre chemin. Éventuellement, continuez un bout de chemin si ce sont des offenses mineures. Si ce sont des offenses majeures, il faudra encore s'entendre sur ce qu'est une offense majeure. Mais je comprends qu'une femme violée, un père à qui on a tué son fils ou sa fille ou une mère, etc., je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de pardonner. Mais il ne faut pas non plus que ce soit réitérer ça sans cesse en disant mais moi j'ai vécu ça il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 30 ans et je le revivrai sans cesse, etc. Ne pas pardonner, c'est se faire du mal. Et auton timorouménos, disait Baudelaire, c'est-à-dire je suis le bourreau et la victime, je suis le marteau et je suis l'enclume. Ne pas pardonner, c'est se faire soi-même le bourreau et l'enclume de soi. Mais ça veut dire que pour Jankélévitch, les crimes contre l'humanité n'étaient pas pardonnables. C'est imprescriptible. C'est-à-dire que vous auriez dans 3 siècles un nazi qui aurait échappé à la mort, eh bien il faudra encore le condamner. D'accord. Écoutez, on se reprolongera dans Jankélévitch. Vous avez un ouvrage à nous recommander, Michel ? Oui, il y en a un qui est formidable parce que c'était un moment de synthèse. Jankélévitch n'a pas beaucoup vendu de livres jusqu'à Bernard Pivot qui a fait exploser oui, il y a des apostrophes merveilleux avec Jankélévitch. Il avait une façon de parler. Il était un personnage assez extravagant. Et il avait écrit un livre qui s'appelait Le je ne sais quoi et le presque rien. Pas facile à lire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ceux qui voudraient un sujet particulier, ça pourrait être l'ironie. Très beau livre, parce que nous avons perdu le sens de l'ironie, nous avons perdu le sens de l'humour. Il dit, dans l'ironie, il y a la confiance dans l'intelligence d'autrui. Je fais une plaisanterie parce que je compte sur votre intelligence et que vous allez comprendre que je dis une chose, mais qu'il faut comprendre le contraire. La mort de l'ironie, c'est aussi quelque chose de notre époque. Mais je veux dire que, de manière plus générale, avec Béatrice Berlovitz, il y avait un livre d'entretien qui s'appelait « Quelque part dans l'inachevé ». Bon, écoutez, voilà, ce sera notre petit rendez-vous philo chaque semaine, désormais, d'en face à Michel Onfray. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. On est ravis de vous retrouver la semaine prochaine.